invité ce matin en studio, Philippe Marcet, évêque auxiliaire de Paris. Bonjour. Bonjour. La communauté catholique a été frappée de plein fouet hier avec l'assassinat du père Olivier Maire, découvert inerte hier matin à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Cela fait suite au meurtre du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2017. C'est 2 fois de trop? De toute façon, déjà, c'est 2 fois de trop pour des prêtres, c'est 2 fois de trop pour des gens. Mais on est dans une société où aujourd'hui, c'est pas facile de vivre de manière équilibrée sa vie. Et du coup, cet homme qui était rwandais, eh bien voilà, il a fait des bêtises. Est-ce que vous connaissiez le père Olivier Maire? Il avait 61 ans, c'était le père supérieur de la communauté des frères missionnaires Montfortin. Est-ce que vous l'aviez rencontré? Il est à peu près de ma génération, mais je l'ai jamais rencontré parce qu'on est quand même un peu nombreux. Mais c'est un prêtre qui était supérieur de sa communauté, donc ça veut dire quand même qu'il avait une belle responsabilité, qu'il n'était pas parmi les plus âgés non plus, et que dans la responsabilité qu'il a prise, il a accepté de prendre chez lui quelqu'un en prenant un certain nombre de risques, oui. Oui, c'est vrai que 61 ans, c'est jeune. Il a aussi passé de longues années en Afrique, puis à Rome. Est-ce que vous saviez à quoi il ressemblait physiquement? J'ai vu ses photos. C'est un homme plutôt pacifique, pacifiant, avec une barbe et puis de la bonté dans les yeux. Mais je ne l'ai pas connu physiquement. Le père Olivier Maire était passionné par les pères de l'Église et le grec patristique, mais il était aussi diplômé en psychologie. Est-ce que, selon vous, c'est son humanité qui l'a poussé à ouvrir la porte à un récidiviste? Certainement. Je pense aussi que c'est sa spiritualité. Parce que, vous savez, dans notre Bible juive et chrétienne, il y a un fondamental qui s'appelle la philoxénie. Donc la philoxénie, c'est l'amitié pour l'étranger. Et le contraire, c'est la xénophobie. Et aujourd'hui, on joue à cheval sur ces deux sentiments. Ceux qui savent, qui prennent le temps d'accueillir un étranger, et puis ceux qui utilisent la mort de quelqu'un pour instrumentaliser et en faire un objet politique. Alors, je rappelle que l'auteur de ce crime, on va dire comme ça, qui reste quand même suspect numéro 1, est l'incendiaire de la cathédrale de Nantes et qu'il était en liberté, mais sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès sur la cathédrale de Nantes. Le gouvernement et de nombreux politiques, vous venez de l'évoquer il y a quelques secondes, de tous bords ont montré hier leur consternation. Gérald Darmanin a notamment dit « S'en prendre à un homme d'église, c'est toujours s'en prendre à l'âme de la France, certes, mais cela reste tout de même un Français. Et un Français, cela doit être le cas pour tous. Mais il a ajouté que le moment ne doit pas être à la polémique, mais aux condoléances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous pensez qu'on aurait pu mieux faire ? On peut toujours mieux faire, il y a toujours des dysfonctionnements, et puis ceux-ci, ils apparaissent encore plus visiblement aujourd'hui dans la mesure où ce garçon avait déjà été repéré. Et qu'en plus, il a un déséquilibre très net, puisqu'il va à la fois assassiner le père et ensuite trouver la gendarmerie pour dire que c'est lui. On peut trouver aussi dans son passé un tel traumatisme, puisqu'il vient du Rwanda, pour justifier des choses comme ça. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est pas d'utiliser cette souffrance, mais de laisser une fenêtre ouverte sur le deuil, sur la souffrance, et aussi sur la grandeur de ce geste que ce prêtre a fait. Parce qu'à force de dire que c'est un prêtre qui a été assassiné, on oublie la valeur du geste positif qu'il a fait d'accueillir cette personne. Et pour moi, aujourd'hui, il est rentré par la grande porte au ciel. Justement, l'auteur avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour des troubles psychiatriques. Il venait de sortir d'un séjour en asile. Il s'est dénoncé lui-même après sa garde à vue hier. Son état de santé fait qu'il a été hospitalisé. Le père Jean-Baptiste s'est exprimé hier. Il a dit ne pas regretter avoir hébergé cet homme qui faisait partie, je le rappelle, de la communauté des Montfortins puisqu'il avait été accueilli par Olivier Maire. Comment votre communauté réagit à ces mots? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça finalement? Est-ce que malgré tout, il faut accueillir et continuer d'accueillir malgré ce qui vient de se passer? Vous savez, la charité, par définition, elle prend des risques. Si vous donnez 10 euros ou 100 euros à quelqu'un dans la rue, vous avez une part non négligeable de chance que cette personne utilise cet argent pour des choses que vous ne souhaitez pas ou que vous ne voudriez pas.
Eh ben, quand vous accueillez quelqu'un, vous ne lui demandez pas forcément son passeport, vous ne lui demandez pas forcément son passé. Et, et être un homme de charité, c'est être un homme exposé. Et donc la manière la plus dramatique dont ça s'est exprimé aujourd'hui, ben, c'est ce meurtre. Mais oui, il faut continuer à accueillir, parce que c'est comme ça qu'on est humain. C'est comme ça qu'on est humain, parce que si on n'a pas ces signes qui nous sont donnés, par exemple le signe de la bonté, ce signe de la sainteté de cet homme, enfin sainteté dans cet acte au moins qu'il a posé, ben en fait on sera toujours face à des événements médiatiques qui vont marquer émotionnellement les gens, mais on va pas être plus grand intérieurement. J'ai quand même envie de revenir avec vous, si vous le voulez bien, monsieur l'évêque, sur le profil de la personne qui aurait tué le père Olivier Maire. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 3 arrêtés de reconduite à la frontière depuis son arrivée sur le territoire illégalement en 2012. Le ministère de l'Intérieur et l'OFPRA avaient refusé cette demande d'asile. Il y a eu 2 décisions administratives qui ont été prises par les préfets pour le reconduire à la frontière. J'ai quand même envie qu'on écoute Gérald Darmanin hier qui donnait une interview à la presse. 2 décisions administratives ont été prises par les préfets pour le reconduire à la frontière. Ces 2 décisions ont été cassées par le tribunal administratif de Nantes. Une 3e décision a été prise en 2019 et nous attendions le retour du tribunal administratif de Nantes. Mais entre-temps, vous avez eu raison de dire que suite à l'incendie qu'il y a eu à la cathédrale de Nantes, nous ne pouvions pas exécuter la décision d'expulsion du territoire national de cette personne, puisqu'elle a été pendant plusieurs mois en prison, puis libérée sous contrôle judiciaire. Et ce contrôle judiciaire prévoyait explicitement que nous ne pouvions pas, il ne pouvait pas quitter le territoire national en attendant la décision de justice. Alors, une enquête est en cours. Qu'est-ce que vous pensez que cette personne mériterait d'avoir comme, je ne sais pas comment dire, punition. comme punition, comme... Ben, ça demande d'être au minimum incarcéré, jugé et incarcéré, mais probablement aussi soigné, parce que des personnes, des grands malades comme ça, il y en a un peu partout, que ce soit qui viennent d'ailleurs de la France, soit qui sont déjà dans la France. C'est que la question, c'est comment on traite l'humain, et pas simplement comment on traite le cas juridique. Parce que si on ne traite que l'aspect judiciaire, on ne traite qu'une partie de la question. On l'a vu récemment avec notamment l'affaire Sarah Halimi, une altération du discernement, et il s'avère qu'on va de plus en plus en ce sens. La communauté juive connaît bien cela avec donc cette affaire et d'autres membres de la communauté juive qui payent aussi un lourd tribut au nom de la religion. Vous êtes un homme de foi, comment vous traduisez ce qui se passe en ce moment ? Comme un signe qu'on manque de repères intérieurs et de spiritualité. À force de laïciser Dieu, on l'a viré de tous les lieux publics, de tous les lieux privés. Il n'est plus qu'un objet de culture passée ou un objet de culte, simplement une personne de culte dans quelques familles. Mais du coup, il y a un ethos, un background qui n'est plus là dans la vie des gens et qui fait qu'en fait, le mot fraternité aujourd'hui, s'il est sorti de son contexte de la paternité, parce que qui dit fraternité dit paternité, forcément, on le diminue de sens. Et je pense que c'est un peu ça ce qu'on vit. Philippe Marcet, monsieur l'évêque, j'imagine qu'il va y avoir une cérémonie dans les prochains jours. Est-ce que vous avez des informations à nous donner ? C'est un peu trop tôt. Là aussi, je comprends votre attente, mais il faut que la famille, elle vive ça. Il faut que la communauté, elle vive ça. Donc on fera les choses en temps voulu. Mais si on ne donne pas des pulsations d'humanité et qu'on fait juste des combats et des invectives, on ne respecte ni la personne ni notre pays. Des cérémoniales, des commémorations, des fleurs, des bougies, des larmes, des armes. J'ai envie de vous poser une question. Comment rassurer désormais les hommes de religion comme vous qui voudraient continuer de propager leur bienveillance ou même qui se seraient engagés dans la religion pour continuer d'accueillir les plus démunis, mais aussi surtout pour continuer leur métier ? Eh bien, il faut accepter qu'on prend des risques dès lors qu'on essaye d'avoir un cœur ouvert,
plutôt bon, que certains diront naïf, mais que c'est pas parce que il y a des choses difficiles qui se vivent qu'il faut refuser de vivre ce qu'on a à vivre, notre vocation, c'est-à-dire d'aimer notre prochain, d'aimer le Seigneur, et de lier les deux. Ben ça, forcément, ça fait que parfois, les choses bug, et comme aujourd'hui on l'a dans ce drame que l'on vit. Merci beaucoup Philippe Marcet, évêque auxiliaire de Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur Radio J.